Merci Christian pour cette présentation riche qui était importante. C'était important de le faire et c'est un sujet qu'il faut surtout pas négliger parce que l'histoire et la préservation de l'histoire des machines comme des savoir-faire, c'est fait partie des choses importantes de la vie. Euh, Cyril, si tu m'entends, avons-nous des questions? J'ai vu qu'il y avait peu de questions sur la messagerie instantanée, mais peut-être que toi, tu en as récupéré via une autre voie. Non, non, j'ai pas de questions. J'étais en train de regarder. J'ai pas de questions. Donc, si on a, bah, à ce moment-là, je pense que comme ça sera peut-être plus facile. Oui, on n'est pas très nombreux, donc on est 38 là sur le réseau. Donc, ce que je propose, c'est que si vous avez des questions, eh bien, vous les posez en direct, oralement, en activant la barre d'espace de votre PC ou alors en activant directement le J'ai son. vu, j'ai vu un message qui s'est effacé presque tout de suite. Oui, Non, je l'ai pas vu celui-là. Darian Gillotte. Oui, Voilà. Ah ben voilà. Alors, on va laisser la parole à Ariane Gillotte alors. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Christian. C'était tout à fait passionnant. J'ai essayé de résumer un tout petit peu ce que j'en ai compris de tout cela. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'occupe de la mission mémoire de l'aviation civile à la DGAC. Et c'est vrai que je note vraiment, par rapport aux années 80, date de fondation du CNRAC, etc., euh, une structuration profonde, mais aussi un changement de mentalité. Enfin, il faudra m'arrêter, Christian, si je me trompe, mais il me semble que on n'est plus, les associations ne travaillent plus chacune dans leur coin, mais que petit à petit, le réseau se construit à la fois avec l'associatif et à la fois avec l'institutionnel. La prise de conscience maintenant est très sérieuse et l'ensemble est vraiment pris au sérieux. Et il me semble qu'on arrive à un degré de maturité qui nous permettrait d'espérer aller encore plus loin dans une sorte de macro, pas de fédération, mais enfin, il faut continuer vraiment à se parler. Je ne sais pas ce que tu en penses, Christian, mais voilà, vous avez fait un travail extraordinaire de défrichage et de structuration, mais il faut absolument qu'on continue ces travaux de connaissance mutuelle et de valorisation patrimoniale. Mm. complètement d'accord à 100%. Enfin, tu le sais, on en a largement discuté, mais à 100% d'accord. Il faut structurer, et plus une maison sera grosse, il faut la structurer, mais autour de choses, euh, je dirais, de piliers solides. Il y a la DGAC, qui est quand même le pilier le plus solide. Il y a le RSA, il y a l'Aéroclub de France, il y a autour de deux ou trois piliers comme ça, il faut structurer cela. Alors, bien évidemment, nous aurons les états d'âme de deux ou trois qui veulent pas entendre parler de grosses maisons, d'administration, les classiques. Mais l'histoire continuera sans eux et nous progresserons. Bien, est-ce qu'une autre personne, merci Ariane, est-ce qu'une autre personne souhaite prendre la parole pour s'exprimer, donner un point de vue ou éventuellement poser une question? Oui, moi je veux bien. Gérard, à toi? Oui. Bonjour Gérard Laruelle, je suis membre de la 3F. Je vous remercie là, de cette présentation fort intéressante. Bon, moi je n'ai pas d'avion dans mon garage, rien du tout. Par contre, moi je suis un ancien de l'aéronautique, je suis en retraite et j'ai beaucoup de papiers dans ma cave. Des livres, j'ai même des maquettes, etc. parce que j'ai travaillé à l'ONERA. Bon, tout ça, mes enfants ne s'intéressent absolument pas à ce. Ils ont d'autres secteurs d'activité, on va dire. Donc, tout ça, je pense qu'un jour, ça va aller à la poubelle. Bon, alors là, j'interviens. Donc, comment vous pouvez, je dirais, faire connaître justement à tous les vieux de mon espèce que vous seriez prêt à gérer, je ne sais pas trop comment, hein, d'ailleurs, Oui, je pense que vous oui, avez bien je vous compris ma propose. question. Euh, ils ont mon mail. Ils vont vous transmettre mon email. Bon, parce que après avoir beaucoup travaillé dans ce musée depuis 15 ans maintenant, j'ai cédé la présidence
à François Blondeau, qui est mon successeur et qui est un homme remarquable, je dis bien remarquable, et je m'occupe de la partie histoire et archives. Donc, je suis directement concerné par cela. Non, mais une bon, je suis petite pas mort parenthèse. encore, je suis pas Excuse-moi, mort Gérard. encore, donc je vais pas les sortir tout de suite. Mais comment vous pouvez le faire? Je dirais, il y a quand même de multiples personnes dans mon cas, hein, tout un tas de retraités, etc. Comment ils peuvent savoir que ce que vous faites ça? Vous voyez, est-ce que, bon, là, Alors, pour vous me l'instant, donnez l'information, je l'avais déjà, oui, oui. mais ma question, c'est plus générale, avec tous les retraités de l'aéronautique, rien que les anciens de la 3F, etc. Comment on peut faire passer ce message beaucoup plus Alors, énergiquement? les cahiers du RSA font passer un peu déjà ce message. Oui. Peut-être à la 3F aurait-il un moyen euh, que je connais moins bien, mais On a- c'est exact. L'idée de base, il ne faut pas que ça parte à la poubelle. Il faut que Mais- ce soit donné dans des structures euh, qui tiennent la route. Parce que évidemment, vous allez trouver aussi le gars qui va vous expliquer que il collectionne tout et qu'on retrouvera sur le bon coin le lendemain. Ça fait partie des contrats moraux ou écrits à passer, vous voyez. Il ne faut pas que ce soit transformé en fric par... Il y en a malheureusement quelques-uns. Il faut que ça reste dans la préservation du patrimoine de notre pays. Mais je suis Christian, tout à fait d'accord. C'est pour ça que je souhaite justement que tous ceux qui sont comme moi et qui ont de dessous d'idées pour le garder, comment on peut les aider? Christian, ce que l'on peut faire en fait au niveau de 3F, en tout cas au niveau du groupe Île-de-France, là il y a 300 membres hein, sur la région Oui. Île-de-France. Moi, ce que je te propose, on va en discuter tous les deux, et puis avec Gérard également, on inclura Gérard Darvel pour essayer de faire un petit texte que l'on diffusera à l'ensemble des membres de 3F et qui après pourrait même éventuellement être diffusé à l'ensemble, à la totalité des membres au Absolument, niveau ouais. du territoire national. Absolument. Absolument. Et par exemple, il y a des fois, c'est un domaine que je connais assez bien, il y a beaucoup de gens qui ont des photos auxquelles ils tiennent parce que ces photos, c'est un morceau de leur vie, c'est leur... Bon, mais le jour où ils vont disparaître, ça va aller à la poubelle. On en a eu quelques exemples. Nous travaillons beaucoup, on a un gros centre de numérisation, on numérise les photos et on restitue celles qui souhaitent être restituées à la famille, vous voyez. Il faut préserver, ça rentre dans une base de données. Ariane le disait avec beaucoup de justesse tout à l'heure, il y a un travail énorme de préservation de notre patrimoine à faire. Moi, on pourrait faire, je dirais ce qu'on pourrait faire pour la 3AF, moi je pourrais le reproduire en même temps, essayer de le faire passer à l'Académie de l'air et de l'espace, Oui. où il y a quand même un certain nombre avec un certain âge. Oui, oui. Mais Christian fait partie aussi. Ouais. Oui, oui, c'est François Aubry qui est le patron de la section 5 qui fait ça. Je peux difficilement parler en son nom, mais je serais très étonné qu'il ait un avis différent. Non, mais par exemple, moi je suis dans la section 2 et je suis absolument pas informé que ça existe à l'Académie. Oui, oui. Donc il faudrait peut-être que le message il passe d'une section à l'autre. Ah oui, ça c'est vrai. Mais normalement, dans le premier bulletin de 2023, il y aura 4 pages sur le patrimoine. François m'a demandé d'écrire un article. Ok, ben merci. En tout cas, félicitations, c'était très, très intéressant. Bon, et n'hésitez pas à me contacter par email. Oui, oui. Oui, plus que je suis pas mort encore. Hein. Pardon? Je suis pas mort encore. Oui, oui. Non, mais j'ai pas dit ça. Mais il faut que on traite les choses avant. Ouais. Le lendemain d'un décès, tout le monde met tout à la poubelle. C'est trop tard. Mais Christian, je te communiquerai et puis même chose pour Gérard, je vous communiquerai vos adresses email respectives. Ok, mais merci. J'ai quelques questions et remarques. À toi, Cyril. Donc il y a donc d'abord il y a Ariane Gillotte qu'on a entendu tout à l'heure qui met un petit message. Je pense qu'on peut faire une communication sur les modes de préservation existants, associations spécialisées, même institutions, archives départementales. Je suis prête à vous aider sur ce sujet. Tout à fait. Père, merci beaucoup.
Une question donc de Lionel. Comment préserver dans l'avenir nombre d'avions et de planeurs qui ne voleront plus pour des raisons techniques ou juridiques? Point. Donc inventer un châteaudun d'aviation légère qui pourrait devenir un musée national historique et initiatique. Bon, c'est une vaste question parce que bon, il est clair qu'on ne pourra pas protéger. Je sais pas combien il y a de planeurs en France actuellement. On ne pourra pas tous les protéger, mais il y a, au fur et à mesure que le mouvement se développe, il y a des associations qui s'intéressent. Bon, par exemple, nous avons fait le choix de l'aviation légère, donc on tape directement dans les avions légers et les planeurs. Il y a, je pense à une association, à deux associations. Une qui était à la Montagne Noire, qui était un des grands centres de vol à voile, dont le responsable est Bernard Gabold, qui est un ancien moniteur de la Montagne Noire, qui préserve pas mal de planeurs. Je crois qu'il tape un peu dans les limites de place, mais ensuite, il y a d'autres, une autre association qui est, j'ai un trou de mémoire, à Lyon-Corba, EALC, l'espace aéronautique Lyon-Corba, dont le patron est Bernard Trible, qui au départ s'est intéressé majoritairement aux avions militaires français, mais maintenant s'ouvre à l'aviation légère, à des locaux, des potentialités, et il y en a sûrement d'autres. Et quand on parle des machines, qu'il soit bien clair qu'il faut préserver physiquement les machines, mais également les documents qui vont avec, les carnets de vol, les contrats Veritas, OSAC, GESAC. C'est tout cela qui fait l'histoire de la machine. Parce que le plus beau planeur du monde, dans 50 ans, on dira oui, il est beau. Mais il a fait quoi? On a un devoir d'historien parallèlement aux machines. Je souhaiterais intervenir. Vous m'entendez? Oui. Oui. Michel Baudouin, je suis responsable de navigabilité pour le RSA. Et justement, pour répondre à Monsieur Christian Ravel, ce matin, j'ai validé donc la remise en œuvre et en vol très prochainement, par Philippe Monniot, donc d'Issoire, justement d'un Castel C-25 qui va reprendre le vol après une longue restauration. Et effectivement, ça va complètement dans le sens de ce que disait M. Christian Ravel. Sur la préservation du patrimoine, effectivement, on l'imagine très mal et on s'en mord les doigts aujourd'hui. Moi, je l'ai vécu pendant plus de 25 ans dans l'armée de l'air où, effectivement, on disait c'est un peu dommage que tous nos avions partent à la ferraille et on ne met pas en place des moyens nécessaires, structuraux. Alors, c'est vrai que c'est pas facile, je comprends, mais et d'autant plus alors après sur des planeurs ou sur des petits avions, parce qu'il y en a des dizaines, peut-être même, je pense, des centaines de protos qui existent, qui sont encore délabrés dans des hangars et tout ça, on en trouve encore régulièrement. Et le problème, c'est qu'il faut qu'il y ait, je pense, une volonté politique déjà au départ, à mon avis. C'est le grand mot qu'il faut utiliser. Il faut une question politique de façon à ce qu'il y ait un devoir de mémoire, comme on l'a pour des mouvements militaires et ainsi de suite. Il faut qu'on ait je dirais, une organisation qui se mette en place pour permettre aux gens qui vont mettre en place après par le titre d'association, de fédération, après on peut faire pas mal de choses, mais il faut d'abord qu'il y ait une volonté politique de pouvoir le faire. Si vous ne l'avez pas, à un moment ou à un autre, ça tombera à la rue. Il y a des gens qui ont de très bonne volonté, le problème c'est qu'ils ne savent pas où stocker, ils ne savent pas évidemment, alors les remettre en œuvre, ils savent pas. Alors nous, on essaye effectivement dans les différentes réunions qu'on a avec les propriétaires, tout ça, ils nous parlent d'un vieil avion qui est en train de traîner, tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, c'est ce que je leur dis, c'est-à-dire que tous les documents d'abord, c'est de vous les envoyer à Christian Ravel parce qu'il a cette unité qui permet effectivement de tout numériser aujourd'hui. Après, pour le stockage, ça devient un petit peu compliqué parce que là, si on se retrouve à l'autre bout de la France et puis qu'il n'y a qu'une unité qui est à l'autre côté, ben, ça va être un peu compliqué pour, à ses propres frais de faire déplacer ceci. Donc, à mon avis, d'abord, il faut que je pense qu'il y ait créé une entité qui soit reconnue, étatique peut-être, je sais pas, au titre d'un organisme du ciel existant, pourquoi pas, mais de façon à faciliter après la démarche, parce que je pense que le propriétaire, lui,
il veut bien s'en débarrasser, ceci, cela, mais il ne veut pas le faire à ses frais. Donc, il va falloir après des moyens pour pouvoir le faire. Et là, ça devient compliqué. Alors, je suis complètement d'accord et c'est pour ça que j'ai lourdement, vous l'avez vu, insisté sur cette communication avec nos politiques. Ce que l'on peut faire, nous, à l'échelon régional, s'il y a une boutique un peu plus importante, comme proposé Ariane, ce qui me va tout à fait bien, là, on peut monter un peu plus haut. Mais il est clair que nos politiques ne s'intéresseront à nous que si on montre... Allez, je vais être vulgaire. Ils se foutent complètement, tous tant qu'ils sont, quel que soit leur bord ou leur grade, ils se foutent totalement d'un patrimoine aéronautique. Par contre, si nous réussissons à leur montrer que nous apportons quelque chose, non pas demander, mais apporter, c'est ce qu'on a fait à Angers depuis toujours, c'est extraordinaire les résultats. Mais c'est un changement de mentalité. Il faut quitter la mentalité purement technique pour passer à la mentalité formation, communication. C'est ce que j'ai un peu développé, que je suis prêt à développer plus longuement si besoin est. D'autres questions? J'avais une question concernant donc la démarche, enfin les textes réglementaires de l'ESA toujours plus envahissants. Donc la question d'LG Santin, quid de la poursuite de la démarche de sauvegarde dans le contexte réglementaire de l'EASA, toujours plus envahissant, qualification des matériaux, maintien, licence navigant, etc., ou règles sur polluants, etc. Donc. Bon. Alors, d'abord, ces machines bénéficient de ces certificats de navigabilité restreints qui regroupent schématiquement le CNRA, de construction amateur, la collection, le CNRAC, et les avions orphelins, le CDNR, qui, eux, sont des réglementations franco-françaises qui ne relèvent pas de l'EASA. C'est-à-dire que pour restaurer une machine, je tiens les textes, Dominique Simon encore mieux que moi, à votre disposition. Le propriétaire, je résume, le propriétaire est responsable de ce qu'il fait. Donc, il peut travailler sans avoir une qualification EASA. Il peut travailler. On est totalement en dehors de l'EASA. Pour tout vous dire, notre musée qui est devenu quand même une boutique assez grosse, il y a quelques années, j'ai tenté de le faire rentrer dans le domaine de l'EASA. Ça s'est passé parce que je connais bien la réglementation. Et au bout de moins d'un an, on est vite reparti en courant, revenu aux unités d'entretien agréées franco-françaises, parce que pour faire le même travail, ça me coûtait 4 fois moins cher et j'avais 10 fois moins de contraintes. Quand on parle de ces machines de patrimoniales qui rentrent dans des... Alors, ou bien elles sont en statique, et là, bon, ça ne se pose pas, ou elles sont en vol et les arrêtés des certificats restreints permettent de le faire voler, que ce soit un B-17, un Skyraider ou un bébé Jodel. Donc on est hors EASA. Gérard Larvel qui a levé la main, qui va prendre la parole. C'est juste une autre... Pardon. Juste une autre remarque. Moi, j'ai travaillé 20 ans à l'ONERA quand j'étais jeune. À l'ONERA, on sort des quantités de maquettes, mais il y a également, bien sûr, celles des constructeurs qui sont peut-être plus difficiles à gérer parce qu'ils vont les garder ou les collectionner, j'en sais rien. Mais toutes ces maquettes-là, je sais qu'il y en a certaines qui sont ferraillées. Il y en a une, par exemple, moi j'ai fait un essai de Stato à Maxis en 74. Et cette maquette, je l'ai retrouvée il y a une dizaine d'années au musée de l'Air, au Bourget, placée en plein milieu d'une collection de turboréacteurs. Donc, c'est un Stato Maxis. Donc, tout ça, je pense que cette maquette, elle est vraiment mal placée. Et je me pose la question, est-ce que vous avez des actions pour récupérer des maquettes, je dirais des souffleries ou d'autres moyens d'essai, j'en sais rien. Alors, pour être précis, à notre niveau, non. Nous commençons à travailler à l'ONERA parce que pour quelques machines anciennes, j'ai fait appel à l'ONERA qui a toujours été remarquable.
qui nous ont toujours aidés. Mais on n'a pas abordé le sujet maquette. Mais comme je dois leur faire un petit courrier dans quelques jours, justement pour ce Maxwell 52 que nous avons rentré, eh ben, je vais aborder le sujet. Monsieur Laruelle, excusez-moi, je vais intervenir parce que je fais partie aussi de l'association aéronautique astronautique de France, donc pour la région PACA, et j'ai cru comprendre qu'il existait quand même au sein de cette organisation, la 3AF, aujourd'hui un devoir patrimonial des choses quand même malgré tout. Oui, mais je suis d'accord, oui. Et alors, la 3AF n'est pas en mesure aujourd'hui, elle, de pouvoir effectivement, je dirais à ce moment-là, il faudrait qu'elle diligente effectivement certains organismes de pouvoir, de façon à pouvoir récupérer toutes ces maquettes et de les enlever d'endroits qui sont peut-être pas propices comme vous l'avez signalé, et de les remettre dans des endroits qui relèvent effectivement de leur définition dès le départ, quoi, de leur certif et ainsi de suite. Là, c'est pas la 3AF, c'est l'ONERA. Hein. Ah oui, d'accord, ok. C'est une maquette de l'ONERA. Oui, mais je pense qu'à mon avis, avec la 3AF, je pense qu'il y a peut-être une possibilité, effectivement, puisqu'à l'intérieur de cette 3AF, il y a une entité qui s'occupe de tout ce qui est patrimonial. Donc, pourquoi pas, effectivement, et remettre les choses au bon endroit. Non, mais c'est ce qu'on a dit tout à l'heure avec Patrick. Hein, je pense que c'est un message qui n'existe pas réellement actuellement et qu'on peut relancer. Parce que après, vous allez poser la question de l'ONERA, mais après, il y a Dassault qui peut se poser la même question. Je dirais, SNECMAS peut tous les constructeurs. Et à ce moment-là, ça devient impossible si vous voulez la gérer. Après, je pense qu'il y a des grosses entités. Moi, j'avais travaillé parce que j'ai été président du Nord Atlas pendant quelques années. J'avais Messier un jour qui m'a appelé, à Messier Doty, à Villacoublay, qui m'a dit, Monsieur Baudouin, moi, j'aimerais bien récupérer un train d'atterrissage principal de Nord Atlas. Parce qu'ils n'en avaient pas. Et ça leur manquait dans leur musée. Eh ben, on s'est mis en quête de le faire et on a pu trouver effectivement. Alors, on n'a pas prélevé sur nos disponibilités de matériel évidemment, mais on a pu trouver effectivement assez facilement, je dirais, un train principal qui a permis d'être envoyé dans leur musée pour pouvoir honorer leur musée. Après, je pense que les grosses entités doivent aussi peut-être quelque part. Je pense qu'on reprend la question générale, c'est-à-dire si on ne le fait pas de façon, je dirais, étatique, parce que ça va demander énormément de moyens, il faut que je pense que les grosses sociétés françaises, les grosses firmes françaises, à un moment, prennent le bras et mettent en place aussi des moyens pour garder la mémoire de ce qu'ils ont fait. Absolument. Je pense qu'il y a trop d'unités françaises qui aujourd'hui n'ont pas la mémoire de ce qu'ils ont fait. Et c'est malheureux, c'est dommageable. Alors on parle de patrimoine, mais je pense qu'on est, entre guillemets, on est tous responsables de notre patrimoine, à quelque niveau que ce soit. Qu'on soit consultatif, qu'on soit créatif, qu'on soit designer, peu importe, exploitant même, on est tous responsables de tout ça. Mais effectivement, je pense qu'on revient toujours au même point, c'est-à-dire la volonté politique, effectivement, de bien définir les choses, de façon à ce que ça soit simple. Parce qu'à un moment, si on n'écrit pas les choses, comment ça doit être fait, comment ça doit être constitué, comment ça doit être géré, ça sera fait n'importe comment et dans 10 ans, on se repose la même question. Donc, le patrimoine, effectivement, c'est un gros sujet et je pense qu'aujourd'hui, on est loin encore. Heureusement qu'il y a des gens qui essayent de le faire, de préserver tout ça par les volants, parce qu'on voit tous les jours, moi, ce que je vois tous les jours, des avions de collection, des vieux planeurs, c'est incroyable. Mais on en revient toujours à la même question, c'est-à-dire qu'à un moment, il faut se poser la bonne question pour pouvoir mettre en place les bons moyens pour que toutes les entités qui veulent effectivement adhérer à un moment ou à un autre à cette conservation de patrimoine aient les moyens de faciliter pour le faire. Je veux dire, un constructeur à manœuvre, je pense qu'il a trop, je dirais, de problèmes, entre guillemets, à résoudre avec son avion pour s'occuper aussi d'un patrimoine, de quelque chose qui traînerait dans son hangar, peu importe, quoi. Oui. Donc, c'est une question métaphysique, pour gagner. Oui. Au niveau des organismes, des grosses sociétés, on peut citer le musée Safran, par exemple, hein, qui est très actif. Bon, je ne sais pas si effectivement Airbus a un musée dédié à Toulouse. Airbus, c'est trop jeune, à mon avis, encore. Ouais, c'est encore Airbus, c'est trop jeune, malheureusement, mais ils s'en mordront les doigts dans 30-40 ans. Moi, je voudrais, dans le patrimoine, là, on a l'impression de garder des vieilleries, mais je pense que ça a aussi un devoir éducatif vis-à-vis des jeunes. Complètement d'accord. Parce que moi, j'ai souvenir d'avoir visité le MAI, qui est le Moscow Aviation Institute,
qui est le super-héros moscovite, on va dire. Là-bas, ils ont plusieurs musées dans la cour, là, où j'ai souvenir, bon, c'est vieux, mais il y avait un musée où il y avait que des trains d'atterrissage, il y a un musée, il y avait que des becs ou des volets de bord d'attaque, etc. Pour tous les avions, c'était un bazar, hein. Mais un jeune qui apprenait à l'école, il pouvait voir toute l'évolution des trains d'atterrissage, l'évolution des becs, etc. Donc, c'était même pas là, c'est des bouts d'avion, hein, mais c'était très instructif, hein. Le problème du patrimoine. Pour les écoles, c'est également des morceaux de technologie qui peuvent être très utiles. C'est bien d'accord, parce que expliquer à un ingénieur aujourd'hui, effectivement, comment on fait du carbone Kevlar, c'est très bien. S'il sait comment on a construit un Concorde, comment on a construit un Breguet ou un Nord-Écrin, eh ben, je pense que peut-être que ça l'aiderait aussi dans sa démarche de designer quelque part. Moi, j'ai vécu pendant 47 ans dans l'armée de l'air d'abord et ensuite chez Airbus Industrie. Effectivement, c'est que à un moment, je dirais, le patrimoine de ce qui a été fait avant manque quelque part. À un moment, on se pose des questions métaphysiques et on a l'impression qu'on rebrûle le soleil alors que c'est existant. Et si effectivement on avait un patrimoine vivant, comme c'est marqué, un atelier du patrimoine aéronautique vivant en permanence, ben, ça permettrait à des grandes écoles d'aller voir un petit peu ce qu'on a fait avant pour éviter de se reposer des questions aujourd'hui qui vont coûter des millions d'euros pour en arriver aux mêmes choses. Ça, c'est dommageable. C'est dommageable quelque part. Et avant de faire un calcul 3D qui prend 3 nuits consécutives, il vaut mieux partir d'une forme qui a déjà évolué, hein. Nous sommes bien d'accord. Et on gagne du temps, hein. C'est le problème de la capitalisation du savoir, hein. C'est la capitalisation. Oui, c'est ça. Toutes les entreprises, effectivement, doivent se poser la question, bien évidemment, parce que ça coûte cher quand on réinvente les choses. Oui, absolument. D'un autre côté, moi, je trouve que l'histoire et le patrimoine ont cette caractéristique qu'ils se développent chaque jour, puisque chaque jour, on en crée un peu plus. Enfin, le patrimoine du futur, on le crée aujourd'hui. Et ça devient vraiment très abondant, hein. Je crois que la production audiovisuelle de chaque seconde représente, ou chaque minute, je ne sais plus, enfin, ça représente autant que tout ce que l'humanité a produit jusqu'au XXe siècle. Donc, d'une part, vous avez le patrimoine qui se développe d'une façon explosive, et d'autre part, vous avez le nombre de bénévoles qui reste constant, et encore, c'est une vision optimiste de la chose. Mais alors, je suis complètement d'accord. Je crois fondamentalement, nous sommes tous d'accord. Mais pour intéresser un politique, il faut qu'il y ait une structure, celle dont parlait Ariane, qui reste à créer, à laquelle, et bien évidemment, nous serons fanats, mais la structure reste à créer. Pour l'instant, tant qu'on reste au vœu pieux, il n'y a pas un politique, quel qu'il soit, qui bougera le petit doigt. Donc, il faut qu'on crée les conditions pour intéresser le politique. Eh ben, il faut des bénévoles dans ton genre, Christian, et qui se démènent et qui produisent. Mais je veux bien y participer. Non, mais il y a de quoi faire pour des centaines de Christian Ravel. Oui. Et je suis plus tout à fait tout jeune, 79 ans dans 15 jours. Donc, mon avenir aéronautique, il est plus vraiment devant moi. Mais je suis à votre totale disposition pour aider, pour développer. Ariane le sait bien, on en a parlé depuis des années. C'est avec le plus grand plaisir que on apportera l'expérience. Bon, clairement, notre musée a joué ce jeu dès le départ. On a quand même obtenu 5000 mètres carrés couverts, magnifiques, offerts pas offerts, mis à notre disposition gratuitement par les collectivités et par la ville d'Angers. On a des aides, donc on a réussi à le faire à l'échelon, je dirais, local. Rien n'empêche d'aller plus loin. Mais être conscient que ça représente un gros travail, que ça va pas se faire en 8 jours, et qu'il faudra qu'il y ait une volonté politique, quand je dis politique, une volonté interne pour lancer ça. La proposition d'Ariane, je me va à 100%, je suis à sa disposition. Super, merci Christian. Ariane veut reprendre la parole, donc c'est à vous.
Je voulais simplement remercier Christian très simplement et lui dire que, bien évidemment, c'est ce travail de la main dans la main. Au-delà, je parlais de changement de mentalité. Moi, j'avais vraiment, quand je suis arrivée dans ce milieu patrimonial, il m'a semblé que les associations faisaient un travail exceptionnel, mais complètement cerné sur leurs problématiques. Et elles ne se connaissaient, elles ne travaillaient que par la bande. Je pense qu'il faut vraiment, vraiment sortir de ce prisme-là et voir plus grand et être audacieux à ce niveau-là. Voilà, c'est tout. Oui, cette communication dont nous avons Voilà. parlé tout à l'heure, c'est tant qu'on aurait, allez, soyons secs, tant qu'on ne sortira pas nos mécanos de leur atelier, tant que leur univers se limitera à la caisse à outils, on ne pourra rien faire. Donc, il faut qu'il y ait des gens, comme moi, totalement incompétents de mes 10 doigts, mais capables d'aller voir une autorité quelconque et discuter avec elle. Ce sont des savoirs qui se complètent, qui ne se concurrencent pas, qui se complètent. Il y a une dernière question. Ouais, une question intéressante, ouais, effectivement. Oui. Je te laisse la parole, Cyril, vas-y. Merci. Quelle coordination du patrimoine aéronautique au niveau européen? Là, je vais laisser répondre Dominique, parce que il y a la FLEVA qui regroupe plusieurs fédérations style RSA, et là, il est beaucoup plus compétent que moi pour répondre à ça. En point de franc, les FLEVA s'occupent beaucoup plus de construction amateur et d'aviation légère moderne que de patrimoine. Donc, c'est un assemblage d'associations européennes qui, chacune, font un peu comme le RSA et de la construction amateur et du patrimoine, mais n'ont pas d'action collective au niveau européen, effectivement. Est-ce que ça aiderait à progresser dans ce qu'on vient de dire? Alors, il y a une vraie entraide, au niveau une des vraie reconnaissance européenne. Au niveau des associations et des collectionneurs, ils forment un réseau entre eux, ils s'échangent des machines, ils se les revendent surtout. C'est d'ailleurs un marché, j'ai découvert ça lorsque je suis devenu président du RSA, c'est que dans le monde de la collection, on peut échanger des machines qui valent plusieurs millions d'euros. Donc, c'est pas du tout la même chose qu'un petit Jolel à 3 000 ou 6 000 euros. On n'est pas dans le même monde, hein. Et d'autre part, ce sont des gens qui ont des moyens financiers en général assez importants, c'est la condition, parce que autrement ils peuvent pas s'occuper de ces belles machines. Et ayant ces moyens financiers importants, ils ont aussi pas mal d'entre-gens auprès de leurs administrations de tutelle. C'est pour ça qu'il y a moins d'actions à faire, il y a moins besoin d'une action à faire au niveau international entre nous. D'accord, merci. Et juste un petit commentaire, on a dit tout à l'heure que le HASA était une machine compliquée, tout ça, c'est en train de s'améliorer hein, avec la roadmap sur l'aviation légère. Faut reconnaître que la lourdeur administrative qu'avait le HASA il y a 10 ans est en train de s'atténuer et que les gens qui ont des aéronefs sous administration le HASA en sont fort reconnaissants. Donc ça va dans le bon sens. Bon. Bien, merci beaucoup. Il est 20h presque, oui, 20h. Donc, on va peut-être mettre un terme à cette visioconférence. Un grand merci à Christian Ravel pour son intervention, pour le temps qu'il a bien voulu consacrer son à cette enthousiasme. conférence, son enthousiasme, le temps aussi qu'il a dû passer pour préparer cette présentation avec son ami Dominique Simon. Merci également à Cyril, merci à tout le monde, merci à tous pour votre participation. Pour information, la 3AF poursuit ses conférences jusqu'à la fin de l'année et la prochaine conférence aura lieu le 13 septembre. Ce sera là, cette fois-ci en présentiel, à la mairie du 15e. Et ce sera sur le sujet de l'hydrogène dans tous ses états. Voilà, ça sera le 13 septembre de 18h30 à 20h à la mairie du 15e. Et puis, au mois d'octobre, eh bien, il y aura une conférence sur la filière Ariane qui pourra intéresser les gens qui sont passionnés d'espace. Voilà.
Encore un grand merci, Christian, pour cette intervention. Pour tous ceux qui voudraient avoir le PDF de la présentation, vous m'en faites la demande d'ici samedi soir à l'adresse 3af.idf, tout en minuscule. Je répète, 3af.idf @orange.fr. 3af.idf @orange.fr. Voilà. On va terminer cette soirée. Encore un grand merci, Christian. Un grand merci également, Dominique. Merci à Cyril et à tous les participants pour vos interventions qui ont permis de dynamiser cette présentation. Voilà. Et merci à 3AF de nous avoir permis de présenter ces dossiers qui nous tiennent à cœur. Merci à vous tous. Au revoir Merci, à Patrick. tous. Au revoir à Bonne tous. soirée. Merci Bonne à soirée. vous. Bonne soirée.